Ce programme vous est présenté par l'ANEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande émission. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro consacré à l'histoire de notre pays, l'Algérie. Le 5 juillet 1830, les troupes françaises débarquent à Alger. Commence alors la colonisation de l'Algérie, une colonisation qui va durer 132 années. Le peuple algérien subit une conquête et une véritable barbarie. On en parle ce soir. Restez avec nous. La grande émission, c'est maintenant. C'est une relation complexe, une relation passionnelle que partagent l'Algérie et la France. Un « je t'aime, moi non plus » qui revient sur le devant de la scène, notamment avec cette histoire de la question mémorielle. Entre accords et désaccords, les deux pays peinent à passer au-dessus, à sortir des faux-semblants. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, comme à l'accoutumée, ma fine équipe, composée tout d'abord de Karim Bouaziz. Bonsoir Karim. Bonsoir. Content d'être ici? Heureux. Pour un troisième numéro. Pour un troisième. Nariman Zekar, bonsoir. Bonsoir Noël. Merci d'être là également. Se joint à nous également Karim Zeribi. Bonsoir, Karim Zeribi. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis notre invité, nous avons un invité spécial. Il s'agit de Mostafa Khiati. Bonsoir Monsieur Khiati. Merci d'avoir gentiment accepté notre invitation. Alors vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes médecin, chercheur, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages, notamment Exactions coloniales en Algérie ou encore Génocides coloniaux, enfumades, emmurements et gazage de grottes. C'était publié en mars 2022 aux éditions ANEP, un essai historique poignant qui met en exergue l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Algérie. Donc Mostafa Khiati, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on entre dans le vif du sujet. Nous allons donc revenir sur la conquête de l'Algérie par la France, cette colonisation. Mais avant, on passe à l'actu à la une, c'est tout de suite. Et pour l'actu à la une, Karim, vous êtes revenu sur ce qui a marqué votre semaine. Il y a eu une semaine chargée, mais vous, qu'avez-vous retenu, Karim ? Alors, une semaine chargée, comme vous venez de le dire, des nouvelles qui ont émaillé le monde, un monde qui tourne vite, mais on a décidé de revenir sur ce bras de fer entre les Palestiniens ou les pro-palestiniens et entre les pro-sionistes des prestigieuses universités américaines qui prennent fait et cause pour la Palestine. On ira au Hollywood aussi. Y a-t-il une liste sanctionnant les artistes anti-sionistes? Et puis, retour sur la disparition d'Henry Kissinger. C'est la page de la diplomatie américaine et du monde qui se tourne avec son décès. Et on commence, Karim, avec ces manifestations aux États-Unis. Il y a eu plus de 400 manifestations donc, aux États-Unis depuis le 7 octobre, depuis le début de l'agression sioniste à Gaza. Et les manifestations n'ont pas épargné l'Ivy League. Les manifestations qui risquent encore d'enfler, puisque ce matin on a appris le bombardement en Palestine qui ont fait 30 morts, donc à la fin de la trêve on voit qu'il risque d'avoir une autre série de bombardements, mais en tout cas aux États-Unis, vous savez, l'opinion publique qui est très très importante et cette opinion publique justement risque encore de susciter des observations puisque ce sont les prestigieuses universités américaines, les fameuses Ivy League, vous savez, c'est le temple du savoir américain, c'est le temple même du savoir du monde occidental,
pour une fois, qui prend fait et cause pour la Palestine, Harvard, Princeton, Yale et Columbia. D'ailleurs, les étudiants de l'université de Columbia ont réservé un comité d'accueil assez particulier pour l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. On regarde. Un mouvement pro-palestinien, justement, qui inquiète, un mouvement pro-palestinien qui traverse les prestigieuses universités américaines, on l'a dit. Et justement, la sanction ne risque de pas se faire attendre, puisque 1600 anciens élèves de ces universités, comme Harvard, menacent de sanctionner ces universités en sectionnant un apport financier. C'est par exemple le cas pour l'université d'Harvard. Vous savez, ce sont des universités privées qui dépendent aussi de l'aide de mécènes ou de philanthropes riches. Le problème, c'est qu'on est aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le premier amendement américain. On ne peut pas canaliser ou enrayer des mouvements pro-palestiniens. Aux États-Unis, vous pouvez être ce que vous voulez, sataniste, Ku Klux Klan, même ce que vous voulez. On ne peut pas stopper ce genre d'opinion. Et justement, c'est là où il y a un bras de fer, mais les universités américaines qui risquent aussi de se voir ôter 6 millions de dollars. Par exemple, Harvard, le fonds de Harvard, c'est 50 milliards de dollars. Ne pas confondre avec le budget, parce qu'un fonds, c'est aussi un financement qui est étendu sur sur toute la place financière. Donc Harvard risque de continuer à exister. Le problème, c'est que c'est l'image des universités américaines qui est associée à la culture WASP, qui est associée aussi à la culture protestante. Le problème, c'est que cette image qui est associée à la Palestine risque de défrayer la chronique, et ça ne plaît pas trop aux États-Unis. Karim Zeribi, un commentaire sur ces manifestations qui se multiplient dans les grandes universités américaines? Moi, pour ouvrir cette émission, j'ai quand même d'abord, avant tout, envie de vous dire ma colère et ma tristesse de voir les bombardements qui ont repris et les massacres qui vont se poursuivre en Palestine sur les populations civiles. On a déjà plusieurs dizaines de morts qui sont annoncés. Donc à peine la trêve terminée, voilà que le gouvernement de Netanyahou est reparti à la charge pour frapper les civils palestiniens, des innocents, des femmes, des enfants. On a des témoignages qui commencent à émerger d'hôpitaux qui sont débordés, donc de médecins qui sont effrayés. Et cette passivité de la communauté internationale m'effraie. Et je suis scandalisé par le fait qu'après un processus de trêve, de libération d'otages, de libération de prisonniers palestiniens, enfants aussi détenus par des détentions administratives qui ne sont pas passées par la case justice, qui ont pris parfois 20 ans pour des jets de pierre, qu'on ne soit pas en capacité à l'échelle internationale de dire stop à ces massacres, stop à ces bombardements. Donc moi, je vais ouvrir l'émission en disant ma tristesse et ma colère vis-à-vis de ce gouvernement qui se permet tout et qui frappe des femmes et des hommes, des enfants, des vieux, de manière impunie. Ça me scandalise. Pour ce qui se passe aux États-Unis, vous savez, il y a un sondage qui est sorti récemment aux États-Unis, les 18-34 ans, à 70% condamnent la position de Joe Biden et de son gouvernement sur le soutien inconditionnel à Israël. Donc il y a une jeunesse américaine aujourd'hui qui aspire, comme la jeunesse du monde, ne nous trompons pas, ce n'est pas simplement les pays arabes. La jeunesse dans le monde aspire à plus de justice. Et cette justice aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce qu'on voit en Palestine. C'est un massacre qui se poursuit, et ça, les Américains, les étudiants en particulier, mais pas que, ne l'acceptent pas. Donc je pense que cette dynamique de contestation va se poursuivre. Il y a les élections américaines qui approchent, et je crois que ça va faire réfléchir aussi ceux qui vont se présenter au suffrage des Américains, parce que ça risque de peser lourd dans la balance de l'élection en fin d'année. Et moi, j'espère que ça va infléchir la position de soutien inconditionnel pour pousser Israël à stopper cette politique de riposte disproportionnée, qui est une folie pure, avec des postures messianiques. Je dis stop. Et il faut aujourd'hui que la première puissance, qui est les États-Unis, entende son peuple, entende sa jeunesse, qui veut que tout ça s'arrête pour un État palestinien, pour plus de justice. Très bien. Karim, cette fièvre pro-palestinienne aux États-Unis ne s'arrête pas qu'au campus américain, elle touche également Hollywood.
En effet, on sent que l'opinion publique sioniste est en train de perdre la marge de manœuvre. On le voit d'ailleurs à Hollywood avec une liste assez mystérieuse qui émane d'un acteur. Vous le connaissez peut-être pas, peut-être sa tête vous dira quelque chose. Il s'agit de Michael Rapaport qui a tourné dans pas mal de films. Et ben depuis le 7 octobre, ce monsieur fait des vidéos au ton un peu menaçant. De quoi il s'agit? Il menacerait des acteurs antisionistes de sanctions. On regarde. We are making a list. We are checking it twice. We will not forget. We're not suckers. So when you come around asking for this, that, and the third, come around asking for money, investments, and all that stuff, I promise you, it's being discussed. We're paying attention to who's being anti-Jewish, anti-Semitic, anti-Israel. En effet, comme vous venez de le voir, le ton se fait menaçant. D'ailleurs, des artistes et des actrices subissent d'ailleurs ce joug, comme Suzanne Sarandon, qui a été remerciée par son agence artistique de par ses positions pro-palestiniennes. Et la question qu'on se pose, est-ce que ce chantage à l'antisémitisme est en train de marcher? Pas vraiment, puisqu'aux États-Unis, on parle d'acteurs qui sont de plus en plus riches, connus, à la réputation établie, avec des maisons de production indépendantes qui peuvent monter des projets à eux tout seuls. On se rappelle par exemple du cas de Mel Gibson qui a tourné à lui tout seul La Passion du Christ avec sa maison de production qui a coûté 30 millions de dollars et qui a rapporté 20 fois la mise. On le signale, La Passion du Christ, c'est la 14e meilleure entrée de l'histoire du cinéma. Donc on se rend compte que ce chantage ne marche pas et Mel Gibson risque de récidiver puisqu'actuellement il est en train de tourner un film sur la dynastie des Rothschild. Mais ailleurs aussi, le chantage à l'antisémitisme est en train de peut-être s'essouffler. On se rappelle de la liste de Patrick Cohen qui menaçait les invités on se rappelle à l'époque, c'était l'émission Ce soir ou jamais chez Tadei, une émission qui avait beaucoup de succès mais qui avait dû s'interrompre justement à cause de cette liste. Et justement en France, il y a un ancien ministre aussi qui cette semaine a subi les jougs ou les menaces de ce chantage à l'antisémitisme et c'est pas n'importe qui, on regarde. C'est qu'on voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce que ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en La question qui se pose, y a-t-il une sorte de commandant de tour en France ou aux États-Unis qui valide les interventions, les invitations des uns et des autres au sein des espaces d'expression? C'est la question qui reste lancinante. Karim Zeribi, un chantage à l'antisémitisme, on le voit, qui n'épargne personne, notamment un ancien Premier ministre. Oui, c'est tout à fait scandaleux. C'est intellectuellement malhonnête. C'est une posture qui est détestable. Critiquer la politique du gouvernement d'extrême droite israélien, ça n'est pas faire acte et preuve d'antisémitisme. Mais là, on essaye d'enfermer toutes ces voix, de les museler, de faire en sorte qu'elles ne puissent pas émerger. Mais ces voix, elles représentent les peuples. Elles sont beaucoup plus fidèles aux opinions et au peuple que ne le sont les médias traditionnels et les politiques qui sont en fonction et qui font une forme de, je dirais, d'électoralisme détestable. Non, je crois que Dominique de Villepin a le courage d'affirmer ses positions. On ne peut pas le taxer d'antisémite. D'ailleurs, il le dit souvent. Il dit l'État palestinien, c'est la sécurité assurée pour Israël. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une injustice, il y a des massacres. Et tout ça rend insupportable la situation de par le monde, encore une fois. Et donc ce chantage-là ne marchera pas. Et vous l'avez dit très justement, les artistes deviennent de plus en plus indépendants parce que les artistes ont besoin d'argent, certes des financeurs, mais ils ont aussi besoin de popularité. Et la popularité, c'est les citoyens qui la donnent. C'est eux qui vont voir les spectacles, c'est eux qui remplissent les salles. Et donc si aujourd'hui un artiste n'assume pas ses positions par peur d'être pas financé, peut-être que c'est son public qui se mettra à dos. Et donc je crois qu'entre le public et les investisseurs, le choix est vite fait pour un artiste. Le courage aussi. Le courage, à l'évidence. Le courage. Parce qu'il y a des choses que l'on voit,
dans les attaques. Puis il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc ça aussi, c'est très pernicieux aujourd'hui pour museler les gens. Et une dernière information, Karim, c'est une histoire de la diplomatie mondiale qui se tourne notamment avec la disparition d'Henry Kissinger. Alors c'est Mister Réal Politique, je lis sa phrase, être ennemi des États-Unis dangereux, mais être un ami est fatal. Le charme d'Henry Kissinger, c'est qu'il disait absolument tout haut, ce que le monde pensait tout bas. Et il savait de quoi il parlait. Regardez par exemple le positionnement de l'Europe avec les États-Unis par rapport à la Russie. Justement, la Russie, il en est beaucoup question dans les travaux d'Henry Kissinger. Durant 50 ans, il commence avec Eisenhower, il est secrétaire d'État 2 fois, Nixon, Gerald Ford, pour ensuite être conseiller de plusieurs présidents, jusqu'à même Obama, prix Nobel en 73. Le problème, c'est que ce prix est un peu ambivalent, puisqu'on lui reproche le coup d'État au Chili en 1973, les bombardements au Vietnam, avec la théorie du chien fou, puisqu'il voulait élargir le bombardement au Vietnam jusqu'au Cambodge. Le problème, c'est qu'au Cambodge, ça a ouvert la séquence au génocide des Khmers rouges. On lui doit aussi la partition du Soudan. Donc vous comprenez bien, le Henry Kissinger est un peu ambigu. Il avait droit à plusieurs manifestations pour dénoncer. On voulait qu'il soit traduit à la CPI. Henry Kissinger n'a pas arrêté de travailler jusqu'au bout, puisque on lui doit beaucoup de conseils par rapport à la présidence, les présidents successifs, comme je viens de le dire, cultivé, apprécié. Il donnait aussi des interviews qui coûtaient cher, 10 000 euros pour la demi-heure d'interview, sauf que Henry Kissinger avait un message avant de mourir. Il avait dit, il a travaillé toute sa vie pour éviter le rapprochement entre la Russie et la Chine. Pour lui, ce rapprochement serait fatal pour l'Empire américain. Le problème, c'est que ce rapprochement est bel et bien effectif, et peut-être qu'Henry Kissinger est mort avec un certain goût de la défaite, et c'est peut-être ce qui consolera ses détracteurs. En tout cas, c'est une grande perte. Merci Karim pour cette sélection. On vous retrouve la semaine prochaine pour une toute autre sélection. Tout de suite, place au débat. Et pour ce débat, on a donc choisi de revenir sur la colonisation française de l'Algérie. Les troupes françaises débarquent à Alger le 14 juin 1830. Elles y resteront jusqu'au 5 juillet 62. 132 années de colonisation, 61 ans d'indépendance. Pourtant, la question de la mémoire fâche encore. Et c'est une relation en dents de scie qu'entretiennent Paris et Alger. C'est pourquoi tout un travail historique se met en place, notamment avec la commission mixte algéro-française, chargée par Alger et Paris du travail de la mémoire sur donc cette colonisation française. On commence le débat avec vous, Mostafa Khayati. Pourquoi cette commission mixte, justement? Pourquoi elle a été créée? Pour la simple raison que depuis l'indépendance, depuis 1962 jusqu'à ce jour-là, il y a mésentente, il n'y a pas de courant qui passe dans le domaine du mémoriel. L'Algérie réclame bien sûr les archives, réclame un certain nombre de données qui sont sous coffre-fort dans j'allais dire les banques, mais dans les archives françaises. Mais ce qu'il faut remarquer également, c'est que la France a pris également un certain nombre de mesures sous forme de loi qui interdisent l'accès aux archives, comme la loi de 2008 pour ce qui est du nucléaire. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un pays qui a pris toutes les archives. Il faut remarquer qu'à partir de 1961, il y avait des bateaux qui partaient d'Alger avec tout ce qui existait. On a pris même les registres des crews, des prisons. Donc, qu'on a ramené en France. Donc, si vous voulez, une partie de la mémoire. Je ne parle pas uniquement de ce qui s'est passé en 1830, où toutes les archives ottomanes ont disparu. Donc, je parle de 62. Aujourd'hui, on est face à un pays qui a pris une partie de la mémoire de notre peuple, et nous sommes dans une position où nous réclamons la restitution de ces archives-là qui nous appartiennent. Ça, comme vous l'avez remarqué, donc ça a évolué en dents de scie. Aujourd'hui, donc, il semble qu'il y ait une meilleure disposition, puisqu'on a mis en place une commission d'historiens, c'est le 5-5. Donc, il y a eu apparemment un accord pour la restitution des archives. Donc, on va voir.
On va attendre ces archives-là. Est-ce qu'elles seront complètes ou une partie de ces archives-là? On ne sait pas. Et est-ce que cet accord touche également les archives qui sont interdites? Je fais remarquer que certaines archives militaires du XIXe siècle sont interdites d'accès à ce jour. Du XIXe siècle, je ne parle pas du XXe. Donc, il y a un problème réel d'accès aux archives. Très bien. Mohamed Lahsen Zridi, qui est historien et membre de la commission, revient justement pour nous sur l'un des défis de cette commission mixte. Nous sommes allés à sa rencontre. Je vous propose de l'écouter. Il est vrai que l'un des défis de cette commission est la restitution de toutes les archives datant de 1830 à 1962, notamment les archives militaires et autres. Des archives qui se comptent par millions, y compris des biens personnels ayant appartenu à des leaders de la révolution algérienne, à l'instar de l'émir Abdelkader, à savoir ses manuscrits et ses effets privés. Il y a aussi la restitution des crânes des résistants éparpillés entre des musées et des facultés de médecine en France. Karim Zeribi, la création de cette commission composée, on le rappelle, d'historiens algériens et français, c'est une bonne chose selon vous, une bonne décision? Absolument nécessaire. Et je pense que la demande du président de la République algérienne, qui a souhaité cette commission lors de la dernière venue d'Emmanuel Macron en Algérie, a très bien fait de proposer cette constitution de 5 historiens français, 5 historiens algériens qui se réunissent pour reprendre le fil de l'histoire de 1830 à 1962. Et je crois que ce n'est pas aux politiques de gérer cette question mémorielle, parce que les politiques soufflent parfois sur les braises, ne font pas preuve d'une honnêteté intellectuelle, je dirais, digne de ce nom. Et donc il faut laisser les historiens travailler sereinement et faire émerger, j'ai envie de dire, une histoire commune. Elle ne sera jamais totalement commune, parce que chaque nation doit aussi écrire son récit national. Donc, et il faut l'entendre et l'accepter et le respecter. Mais il faut trouver des points d'ancrage dans le cadre de ces 132 ans. Les archives, c'est très important, parce que les archives, c'est aussi des révélations, c'est des preuves. Et c'est aussi ce qui peut mettre les uns et les autres d'accord. Parfois, il y aura peut-être des surprises en ouvrant les archives, même côté algérien. Peut-être qu'on aura effectivement des révélations sur le rôle des uns et des autres qu'on ne pensait pas être ce qu'ils ont été. Donc, mais ce n'est pas grave, il faut l'accepter. Moi, je dis que cette commission, elle a d'abord un enjeu fondamental sur le plan historique, mais elle a un enjeu fondamental pour le rapprochement de ces deux peuples. Parce que ces deux peuples ont envie aussi d'avoir une vision un peu commune. Moi, je suis français d'origine algérienne. Je veux dire, je ne peux pas me retrouver, pardonnez-moi l'expression qui est un peu triviale, le cul entre deux chaises. Donc, moi, j'ai envie que ces deux pays, à un moment donné, puissent écrire une histoire sur les fondamentaux qui soient semblables. Après, chacun aura ses mythes, aura ses héros, c'est normal. Mais sur l'essentiel, il faut quand même qu'on dise ce qu'il en est. Et les Français ont souvent, à un moment donné, fait erreur en pensant que les Algériens attendaient de la repentance. Les Algériens n'attendent pas de la repentance. En tout cas, moi j'ai été parlementaire européen, j'étais dans une commission mixte avec des sénateurs, des députés algériens. J'en ai souvent parlé avec eux. J'en ai souvent parlé avec la société civile algérienne. Ce qu'attendent les Algériens, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de ce qui s'est passé. Reconnaissance n'est pas repentance. Et d'ailleurs, la jeunesse française d'aujourd'hui n'a pas apporté le fardeau de ce qui a été ignoble, cette colonisation. Mais elle doit aujourd'hui reconnaître que dans l'histoire de France, avec ses ombres et ses lumières, c'est une part très sombre. Et cette part très sombre, il faut la reconnaître telle qu'elle est. Ça n'est pas toujours fait. Je pense que ces historiens, avec cette commission, auront peut-être le mérite de qualifier ce qu'est la colonisation, contrairement à ce que certains politiques ont osé dire. Moi, j'ai été scandalisé. Mission civilisatrice. On va y revenir. Mais ces missions décivilisatrices. Nous ne nous trompons pas. L'ignominie, la barbarie, l'humiliation. Et tout au long de cette émission, peut-être qu'on abordera des aspects, le code de l'indigénat, par exemple, qui démontre que la colonisation est un régime ignoble, indigne de la République, tel que l'idéal que l'on s'en fait aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, ne peut pas être en phase du tout avec cette période coloniale. Mostafa Khiati, vous rejoignez un petit peu les propos de Karim Zeribi, notamment en ce qui concerne la reconnaissance? Disons, pas tout à fait.
C'est vrai que l'approche était une approche différente. Il faut qu'il y ait une reconnaissance, c'est clair. Mais moi, je me demande, avec Napoléon III, lorsque Napoléon III s'est déplacé en personne et a été voir l'émir Abdelkader à Amboise et lui a annoncé sa libération, c'était une sorte de repentance, de reconnaissance. Alors que le ministre de la Défense à l'époque, c'était le maréchal Saint-Arnaud, le dissuadait, même en montant les escaliers, certains témoins racontent qu'il lui tirait sa veste, il lui disait « Sire, c'est pas la peine d'y aller », etc. Donc nous sommes face à un acte qui s'est joué en 1852. Pourquoi, après surtout la guerre de libération, ce qui s'est passé durant cette guerre où nous avons perdu 1 500 000 martyrs, pourquoi on ne ferait pas la même chose? C'est-à-dire qu'il y aurait un président français éclairé, qui n'a pas, parce que le dernier président français, il est jeune, il n'a pas participé à la guerre de libération, donc il n'a pas ce poids sur les épaules. Et donc, pour lui, c'est plus facile peut-être de reconnaître, d'autant plus qu'il a fait des annonces qu'on a appréciées. Crime contre l'humanité, c'était la première fois où un président français reconnaissait que la guerre d'Algérie ou que les exactions faites par la soldatesque coloniale est arrivé à un point d'être qualifié de crime. Vous êtes d'accord avec moi, reconnaissance, mais pas repentance. Tout à fait. Mais pas, disons Parce que vous parlez de reconnaissance depuis tout à l'heure. Oui, je reparle de reconnaissance, mais s'il y a repentance, je ne vois pas d'inconvénient qu'il y ait reconnaissance. Oui, mais si vous voulez qu'on avance... je n'exige pas. Voilà, si vous voulez qu'on avance, je pense qu'il faut d'abord poser un acte qui est celui de la reconnaissance. Et de la reconnaissance absolue de ce qui s'est passé, de ce qui était ignoble, de ce qui relevait de la barbarie. Et vous avez raison, le président Macron, en 2017, il était en campagne électorale, parlait de crimes contre l'humanité. Alors, sa position a changé depuis, qu'elle a évolué, mais je crois effectivement qu'il a eu le courage de dire « je ne fais pas partie de cette génération qui était concernée, mais je nomme effectivement la colonisation, qui était un régime ignoble et qui peut être qualifié de crime contre l'humanité ». On aurait dû aller plus loin, c'est-à-dire poursuivre. Et encore une fois, ça ne veut pas dire faire acte de repentance, parce que les Français sont mal à l'aise avec ça, pour certains d'entre eux, en se disant « mais ce n'est pas nous qui sommes les auteurs de cette période-là ». Donc, et il faut l'entendre ça aussi, si on veut avancer, chacun doit faire un pas. Oui, la reconnaissance, honnêtement, si elle avait lieu, ce serait déjà un très beau geste. Je suis d'accord avec vous, M. Zeridi. Messieurs, avant de vous laisser poursuivre votre débat, je vous propose d'abord de regarder cette vidéo toujours de l'historien et membre de la commission mixte, Mohamed Lahsen Zeridi. Il nous parle justement de cette reconnaissance tant attendue. Regardez. La commission mixte est de nature académique et scientifique. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est la reconnaissance académique. Il nous importe d'établir une chronologie de tous les crimes commis par le colonialisme en Algérie depuis 1830 jusqu'à l'indépendance. Il faut savoir qu'on parle de milliers de crimes. Notre attente est que la partie française fasse un travail de chronologie de ces crimes afin qu'il ait une reconnaissance académique en tant que tel. Il est inconcevable de nier le génocide de Ouled Riyah ou d'Al-Ghouat, par exemple. Voilà, donc messieurs, ça résume un petit peu ce que vous disiez tous les deux. Mostafa Khiati, je vous ai coupé, allez-y. Oui, je voulais simplement dire, c'est qu'en matière de colonialisme, il y a 2 poids et 2 mesures, ou d'agression. Lorsque vous voyez le comportement de certains pays européens vis-à-vis d'Israël, il y a la repentance, on est en train de payer depuis peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans les frais, etc. Alors qu'en Algérie, il y a eu quand même, les chiffres qui ont été avancés par le président de la République, c'est déjà 5 700 000 personnes, mais il y aurait certainement beaucoup plus lorsqu'on étudiera les archives, parce que c'est important de le dire. Donc on voit qu'il y a, en fait, c'est pour ça que j'ai marqué une petite hésitation pour dire, c'est vrai que la reconnaissance reste l'élément capital pour nous scientifiques, au moins établir, et surtout pour les générations futures, pour dire à nos enfants que ce qui s'est passé ne doit pas être refait. Voilà le prix qui a été payé par ce peuple.
Nariman Zekar, voilà le prix qui a été payé par ce peuple algérien. Karim Zeribi, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez parlé de mission civilisatrice. La France a appelé la colonisation de l'Algérie mission civilisatrice. Une mission civilisatrice qui a permis aux généraux français de donner carte blanche aux pires exactions. On peut citer comme exemple la politique de la terre brûlée, conduite par Bugeaud contre les résistances de l'émir Abdelkader, de Cherif Bouberla ou encore de Lalla Fatma Soumer. Les enfumades, ce sont les enfumades des grottes de Dahra en 1845 qui ont fait plus de 700 morts, il faut le savoir. Autre exemple, la bataille de l'Arwat qui a vu l'utilisation d'armes de destruction massive via des expériences chimiques au chlore. C'était en 1852. Or, aucun écrit ne parle vraiment de cette date. C'est la première fois où des armes chimiques sont utilisées et elles sont utilisées à grande échelle dans le but déclaré de décimer la population d'une cité. Les 2 tiers de la population de l'Arwat ont été décimés au chloroforme. Les survivants, eux, sont placés dans des camps de concentration. Monsieur Khayati, vous avez plusieurs ouvrages sur la question. Ces dates semblent ne pas avoir existé dans la mémoire des Français. Malheureusement. Vous avez parlé de l'enfumade. En fait, c'était une stratégie qui a été érigée par Bugeaud. Et il a donné instruction lorsqu'il a visité Chlef à tout l'état-major qui était présent, faites comme Cavaignac, si un de ces gredins se retirait dans une caverne, enfumez-le comme un renard. Donc c'est ça son expression. Ces enfumades ont été répétées dans différentes régions du pays. L'historiographie française voudrait nous limiter à une seule enfumade, celle du 19 juin 1845, d'Oulad Riyah, où il y a eu 1200 personnes qui ont été enfumées, tuées par des gaz et par, bien sûr, la chaleur. Mais en fait, au Dahra même, il y a eu 3 ou 4, mais il y a eu dans la région de Tlemcen, il y a eu dans la région de Kolo, il y a eu en Grande Kabylie. Aujourd'hui, nous avons quelques éléments qui ont été cités par des auteurs européens, français surtout. Donc, nous n'avons pas d'éléments. Ce sont les archives qui vont nous le dire. D'autant plus que Bugeaud a donné instruction, après le scandale de l'enfumade de 19 juin 1845, il a donné instruction pour qu'il n'y ait même pas de rapport militaire sur les exactions qui étaient faites. Et donc, je ne sais pas si un jour on va retrouver suffisamment d'éléments pour justement étayer et dire que ça a été une véritable stratégie qui a été donc opérée par Bugeaud. Karim Baziz. Il faut savoir en fait de quoi on parle réellement. Quand on parle de colonisation, il faut savoir que les enfumades, par exemple, on a les correspondances du colonel Pélissier avec le ministre de la Guerre qui était le maréchal Soult, où le maréchal Soult couvrait justement les actions des enfumades de l'Dahra en lui disant de toute façon nous sommes embarqués à civiliser l'arabe. Il faut savoir aussi que ces enfumades, qu'est-ce que c'est les enfumades? C'est un instrument rationnel de massacre. C'est la guerre moderne, c'est l'apanage de la guerre moderne pour justement à la fois choquer l'arabe, entre guillemets, mais en même temps le décimer. On a tous les correspondances, on a tous les écrits. On a par exemple les écrits d'un médecin qui s'appelle Baudichon. On a les écrits de Tocqueville. Tocqueville qui nous dit qu'il faut absolument, qui n'était pas un radical de la guerre, mais Tocqueville, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il faut provoquer la famine chez l'arabe, il faut que l'arabe parte. Donc on a tous les écrits, on a les correspondances, on sait à peu près, c'est-à-dire quand on voit le tableau général, on sait à peu près ce qui s'est passé. La commission va s'arrêter sur des détails, mais effectivement, il y a un crime contre l'humanité. C'est exactement ce que fait, monsieur a raison, ce que fait l'entité sioniste. La France, à l'époque, considérait que les Arabes ne savaient pas exploiter la terre d'Algérie. Donc, il fallait qu'ils dégagent pour que les Européens viennent et rationalisent cette terre d'Algérie. Donc, en quelque sorte, l'Algérie n'était pas entre de bonnes mains avec les Arabes. Donc, il fallait que les Arabes soient massacrés. Monsieur Khayati, vous évoquiez... Je vais ajouter un mot concernant l'image que vous montrez. Et ça, c'est un faux. Ça a été fait par un peintre français pour montrer, pour expliquer que ce qui s'est passé à l'intérieur de la caverne de Oulad Riyah, c'était une tuerie entre les gens qui étaient à l'intérieur. Alors que c'est tout à fait faux. Ça, c'était une explication qu'on voulait donner. Il faut faire très attention. La propagande. Karim Zeribi. Non, mais encore une fois, moi je crois que je ne comprends pas bien le malaise du côté français en fait. Justement, vous qui êtes franco-algérien, oui, je voudrais votre avis sur la question. Quel regard vous portez justement sur cette colonisation? Moi, je l'ai dit, toutes les nations, dans leur histoire,
ont des parts d'ombre et de lumière. La France a eu des pages lumineuses. La Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le siècle des Lumières. Donc, on a eu des figures emblématiques dont les Français peuvent être fiers, et Français de toute origine. En revanche, là où on doit se mettre d'accord au nom de la nation française, c'est qu'il y a aussi des heures sombres. Certes, on peut les recontextualiser. C'était des périodes où les empires se développaient. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire tranquillement, sereinement, que ces discriminations institutionnalisées, que ces violations des droits de l'homme, que cette situation d'apartheid, que ces conditions de vie, de cette sous-traitance inhumaine, cette déshumanisation que représente la colonisation, est-ce qu'on peut dire tranquillement en tant que Français, nous ne sommes pas comptables, nous, génération d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé, mais nous n'en sommes pas fiers. Et nous reconnaissons effectivement que c'est une part sombre de notre histoire. Je ne crois pas. Ce que je ne comprends pas, c'est quelle est je dirais, la difficulté pour quelqu'un qui est éclairé, qui est vraiment républicain, dont la devise c'est liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui, et de dire je veux de l'universalisme républicain. Pourquoi ne pas reconnaître ? Et comment expliquer, Karim Zeribi, justement, vous qui êtes français, qui vivez en France, je pense qu'il y a des rancœurs. Comment expliquer qu'aujourd'hui, en 2023, 61 ans après l'indépendance, l'avenue Bugeaud existe encore ? Je pense qu'il y a des politiques aujourd'hui, encore une fois, séparons bien les choses. Il y a des politiques aujourd'hui qui surfent sur une forme de rancœur, de nostalgie. Cette nostalgie, cette Algérie française, il y en a certains qui entretiennent une forme de nostalgie. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils draguent un électorat pied noir ? Je ne sais pas. Ils ont tort. Ils ont tort parce qu'encore une fois, moi je fais la distinction, au risque de vous surprendre, entre le régime politique et la colonisation et les Français qui, pour certains, vivaient avec des Algériens et n'avaient pas de problème avec les Algériens. Ça existe aussi. Oui. Donc ne jetons pas le bébé à l'eau du bain. Moi, je condamne le régime politique, je condamne les exactions, les discriminations, les humiliations, le code de l'indigénat de 1881 qui arrive après, il faut le dire, le décret Crémieux de 1870. Donc ça veut dire qu'on accorde la citoyenneté aux Juifs en 1870, mais en 1881, on dit aux Algériens, vous êtes des indigènes, donc faites des sous-hommes. C'est inacceptable, choquant, si donc repoussant, répugnant. Pourquoi ne pas le reconnaître ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des pieds noirs qui vivaient bien avec des Algériens, qui ont grandi avec eux, qui peut-être étaient de la fraternité. Distinguons le régime politique, ce qui a été fait, des cas individuels, des histoires individuelles. Le régime politique, on a commis ces massacres au nom de la République, il faut le dire. C'est-à-dire, ça, il faut le dire. Et le problème, c'est que la France a aussi un problème avec son histoire. La Révolution française, il y a aussi une part d'ombre. Par exemple, aujourd'hui, on a du mal à évoquer le massacre des Vendéens. 200 000 morts, et jusqu'à présent, on découvre encore des charniers. Donc, la France peut-être a un problème, on le savait déjà, un problème avec son histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il commence à y avoir un débat, et encore, c'est pas très fluide, mais même le tabou du génocide vendéen en France pose problème. Donc, peut-être que reconnaître le génocide en Algérie, ça risque de prendre un peu de temps. Et toutes les nations ont des problèmes avec leur histoire. Vous croyez qu'en Algérie, on est tranquille aussi entre ce qui s'est passé entre les résistants algériens ? Ils ne se sont pas entretués entre eux à un moment donné. Mais il dit ça, il y a des écrivains qui ce que je veux dire par là, c'est que chaque nation traite son histoire comme elle l'entend. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait cette reconnaissance officielle qui dise que la période coloniale était une période sombre de l'histoire de France, dont nous ne sommes pas fiers. Et nous n'avons pas à tirer de fierté. Ça n'était pas une mission civilisatrice. C'était, je veux dire, de l'anti-républicanisme primaire. Donc, et cette démarche de colonisation, elle est décivilisatrice, d'abord pour l'occupant, qui s'est comporté de manière tout à fait inhumaine et barbare. Il faut le dire. Alors après, on va nous dire, il y a eu des infrastructures. Moi, je connais le discours, vous savez, parce que je suis né en France, j'ai été formé par l'école républicaine, qui traite très peu donc, de ces questions-là dans les manuels scolaires, malheureusement. Justement. Mais on nous dit, mais il y a eu des infrastructures, les Français ont fait des routes. De quoi on parle ? Les Français ont fait des routes pour les indigènes ou on fait des routes pour eux ? Les Français ont fait des maisons pour les indigènes ou on fait des maisons pour eux ? Non mais je veux dire, soyons sérieux, ne prenons pas les gens pour des imbéciles. Qui est-ce qui a construit des routes et des infrastructures ? C'était les prisonniers algériens. Ben oui, non Moustapha Khiyaté, faire croire qu'il n'y avait pas d'économie en plus en Algérie avant l'arrivée des Français, c'est quand même scandaleux. Il y avait une économie, il y avait du commerce, il y avait de l'agriculture. Et le trésor Moustapha Khiyaté, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui bloque justement pour aller vers cette reconnaissance 61 ans après ? Il est encore trop tôt ?
Non, il n'est pas encore trop tôt. En principe, on aurait pu arriver disons, à une entente, à ce qu'il y ait une reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'intellectuels, de gens sages au niveau du côté français, et ce n'est pas un problème. Je pense que c'est un problème de lobby. Il y a certains lobbies qui surfent, comme vous avez dit, en eau nauséabonde et qui essayent de torpiller tout rapprochement, toute reconnaissance, tout pas vers cette position. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une maturation des esprits qui est en train de se faire, et le fait de créer cette commission-là en est une preuve. Donc je pense qu'on est aujourd'hui sur la bonne voie, et j'espère qu'on va arriver rapidement au moins à un premier accord, à franchir un premier état. Ce que je regrette, c'est qu'en France, nous pourrions tirer de cette période sombre une fierté de certaines figures intellectuelles qui se sont prononcées à l'époque. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Émile Zola, Germaine Tillion, Henri Alleg, que Maurice Audin. On a des voix qui se sont élevées, pas dans la classe politique, curieusement, mais chez les intellectuels, qui étaient contre la colonisation, qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Et ces voix-là, on pourrait en faire, je dirais, des éléments positifs pour l'histoire de France. Il y avait des intellectuels éclairés, qui étaient contre la colonisation. Et il faut peut-être qu'on les prenne en référence aujourd'hui. Pourquoi on ne le fait pas ? La question se pose. C'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai regardé un peu en détail, parce que ça n'est pas enseigné à l'école, il y avait presque une unanimité dans la classe politique quand même, sur la colonisation. Il n'y avait pas tant de débats que ça. Vous avez par exemple Jaurès qui disait il faut plus d'éthique à la colonisation, mais il n'était pas pour l'indépendance de l'Algérie. Léon Blum, pareil. Je veux dire, on aurait pu penser qu'il y ait des voix totalement opposées à la colonisation. Non, il y avait quand même un consensus. Et il n'y avait que les intellectuels qui avaient le courage de s'exprimer. Donc moi, j'aurais aimé que les élèves de France puissent prendre en référence ces intellectuels en disant quand même dans cette période sombre, nous avions des femmes et des hommes qui s'élevaient, qui disaient non à la colonisation ou à l'indépendance, à l'autodétermination du peuple algérien. On n'a pas su tirer, j'avais dû dire, des éléments positifs de ceux qui étaient les voix éclairantes et qui étaient un peu à l'avant-garde à l'époque. Parce que les politiques n'ont pas eu le courage de s'exprimer. Et ils étaient encore dans leur trip. La colonisation, c'est un enjeu économique pour la France. La colonisation, c'est la mission civilisatrice qu'on a évoquée. Je veux dire, ils étaient dans cet état d'esprit à l'époque. Ce qui est le plus choquant, c'est qu'en février 2005, à l'Assemblée nationale en France, certains ont osé remettre sur la table les aspects positifs de la colonisation. En 2005, qu'au cœur de la colonisation, vous ayez des politiques qui soient aveuglés par les intérêts coloniaux. Mais en 2005, comment oser dans l'Assemblée nationale française, dans cette France républicaine, de dire les aspects positifs? Il y a beaucoup qui ne savaient pas, qui ne savent pas. Comme vous l'avez dit, il y a une omerta sur les véritables, histoires. Oui, les parlementaires le savent, ce qui s'est passé. Un parlementaire, il faut qu'il lise, parce que la colonisation française, surtout au XIXe siècle, une grande partie du XXe siècle, a été un livre avec des pages noires. Là où Mustapha Khiaté, justement, qu'est-ce que vous dites de la manière dont les politiques français abordent justement cette question, la question historique entre l'Algérie et la France? On voit par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un mouvement d'historiens qui se dégagent et qui essayent de voir l'histoire de l'Algérie avec une certaine, disons, vision, je dirais pas positive, mais au moins neutre. Ce qui s'est passé réellement sur des faits. On a toute une génération de nouveaux historiens, Sylvie Ténol, on a Leco Grand-Maison, on a également pas mal de gens. Il y a même des franco-algériens qui sont des historiens aujourd'hui, qui ont travaillé notamment avec les grands historiens qu'on connaît. Donc c'est un pas positif, si vous voulez. Mais ce qu'on remarque, par exemple, que certains aspects de la colonisation ne sont pas abordés. Par exemple, les camps de regroupement. Même les auteurs, les historiens français n'en parlent pas beaucoup. Il y a eu une seule thèse qui a été faite, et le reste par Michel Cornaton, mais le reste, il n'y a pas. On ne parle pas. Pourquoi? Il y a eu le rapport de Michel Rocard en 1958, enfin 57-58, qui en parle, et ça a été une véritable catastrophe. 2 500 000 personnes, c'est-à-dire 40% de la population algérienne, ont été mis dans des ghettos, enfermés, on leur donnait très peu à manger, parfois 3 kilos
par personne, par adulte. Les enfants n'étaient pas comptabilisés. Michel Rocard lui-même, il a fait un décompte pour dire c'est pratiquement un mort par 100 ou 150 habitants sur place. Lorsqu'on fait le décompte de ces camps, de 56 à 61, on s'aperçoit qu'il y a eu 2 300 000 enfants qui sont morts dans ces camps. C'est énorme. Moi, je m'étonne, comment se fait-il qu'aucun historien français n'ait pris, par exemple, l'étude de ces camps de regroupement. Vous avez raison de souligner pardonnez-moi, je rebondis, de souligner qu'il y a des historiens aujourd'hui français qui amorcent un mouvement, j'avais de dire, alors, plus que de reconnaissance, je dirais de transmission, d'éducation. Et on voit dans les manuels scolaires, parce qu'avant de venir... je venais au manuel scolaire. Comment est-ce que ces manuels scolaires français traitent le thème de la colonisation? Il y a une grande partie de l'histoire qui n'est pas racontée finalement. Alors ça a évolué en fait. À mon époque, c'était quasiment absent des manuels scolaires. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Il n'y a pas eu de période coloniale. Il n'y a pas eu de colonisation de l'Algérie par la France. On parlait d'événements quand j'étais petit, on ne parlait pas de guerre. Je vous rappelle quand même que la notion de guerre d'Algérie a été statuée en 2003, il y a 20 ans, à l'Assemblée nationale. En 1989 avec Chirac. Non, non, 2003, 2003 c'est la loi, oui. On a légiféré pour dire que ce n'était pas des événements, et c'était la guerre en 2003 donc au Parlement. Donc il y a 20 ans, à peine, j'ai envie de dire, il y a 20 ans. Pendant 40 ans, on parlait d'événements. Donc on a eu une forme d'indifférence dans les manuels scolaires. Et puis ensuite, on est passé sur la période des événements. Et ensuite, on est passé sur la période de la guerre. Mais on est très concentré sur 54-62 en fait. Donc, et on nommait tout ce qui s'est passé avant. On ne parle pas de ce siècle, j'ai envie de dire, de domination, d'occupation, de colonisation, d'expropriation au début en 1830, donc des Algériens de leurs terres, des pillages qu'il y avait. Enfin, je veux dire, on sait qu'est-ce qu'a été la conquête de Charles X, c'est la manière dont ça s'est fait, donc quand on va chercher. Mais il faut aller chercher. Mais pourquoi le ministère de l'Éducation alors on y vient petit à petit, Nored, on y vient petit à petit. Ça a été dit par docteur Kiati, on y vient. Il y a des historiens aujourd'hui qui ont fait pression, il y a des commissions au sein de l'Éducation nationale. Depuis 2019, pour tout vous dire, j'étais avec un prof d'histoire avant de venir et je lui posais la question, il me disait on a amorcé un mouvement donc de reconnaissance dans les manuels d'histoire. Troisième, lycée professionnel, donc en terminale, on commence à amorcer. J'espère que cette commission d'historiens donc va booster un peu les choses et va permettre à la France, je dirais, de sortir de cette forme de complexe, puisque ça n'est plus une puissance coloniale, il faut sortir de ce complexe, il faut relater l'histoire telle qu'elle est. Karim Zeribi, mais il y a un risque aussi que le débat soit aussi kidnappé par des espèces de figures de la droite qui consistent à dire qu'il ne faut pas culpabiliser la France avec sa mémoire par rapport, par exemple, à l'immigration, par rapport aussi aux Franco-Algériens qui sont en France. Peut-être que c'est pour ça que la France ne veut pas regarder son passé en face, de peur d'une forme de désintégration, peut-être. En tout cas, il y a un danger. En tout cas, Sarkozy l'avait dit à l'époque. Il y a même des intellectuels qui disent qu'il y en a marre aussi de la victimisation de la France. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, vous avez raison. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Je faisais la distinction entre reconnaissance et repentance. La repentance, c'est le sentiment que vous effectuez des excuses de manière courbée. Donc, il y a une partie des Français qui ne le vit pas très bien. Je l'ai dit tout à l'heure. Et pas par idéologie, parce qu'ils se disent, moi, après tout, je n'ai rien à voir avec cette séquence de l'histoire. Pourquoi j'aurais cette posture-là? Je veux reconnaître ce qui s'est passé, mais ne me demandez pas de m'excuser au nom des horreurs qui ont été commises par mes aïeux. Donc ça, il faut l'entendre. Mais par contre, là où peut-être effectivement il faut creuser, vous avez une instrumentalisation de la relation entre la France et l'Algérie. Quand je parlais de nostalgérie, vous avez des gens aujourd'hui, sur l'échiquier politique français, qui considèrent que les Français issus d'immigration ne sont pas des Français à part entière. Et d'ailleurs, on a eu cette fameuse notion détestable, nauséabonde de Français de papier. Donc, en fait, ce sont des Français de papier qui ne sont pas légitimes dans la communauté nationale et auxquels on n'a pas besoin d'apporter une forme de fierté d'appartenance. Parce que je vais vous dire, si on reconnaissait cette période sombre de l'histoire, je pense que ça cimenterait encore plus la communauté nationale française, contrairement à ce que certains peuvent imaginer. Ça la cimenterait parce qu'il y a des générations, et pas que de jeunes d'origine algérienne, d'origine africaine, dont les pays ont été colonisés, qui vivraient bien le fait que la France reconnaisse. Ils se diraient finalement, mon pays, la France, je peux en être fier, elle reconnaît cette partie sombre de l'histoire. Donc ça cimenterait la communauté nationale. Ceux qui ne le font pas,
ils n'ont peut-être pas envie que cette communauté... Karim des Zeribi, modèles une de question pour vous. réconciliation. Karim Zeribi, une autre question. Excusez-moi, Karim Bouaziz. Les Algériens aujourd'hui demandent à des personnalités qui ont vécu, qui ont fait la guerre à l'Algérie, qui étaient là lors de la colonisation. On pense par exemple à Jean-Marie Le Pen. Lui, il est encore en vie. L'Algérien a le droit de lui demander des excuses. Oui, mais c'est stérile. Quand vous avez quelqu'un d'extrême droite qui s'est toujours vanté d'avoir commis des actions en Algérie, vous voulez avoir des excuses d'une personnalité de ce type-là. Moi, je préfère la reconnaissance de l'État français, de l'État républicain. Je trouve que ça a plus de poids. Ouais. Je préfère la transmission dans les manuels scolaires. Ça a plus d'impact. Ne nous arrêtons pas sur ce qui, je dirais, porterait des divisions entre la France et l'Algérie avec des personnalités qui n'ont pas envie que nos relations soient bonnes. Mais Karim Bouaziz, vous dites Karim Zeribi, vous dites que c'est stérile, mais c'est légitime. Non, mais encore une fois, c'est légitime de quoi? C'est légitime que l'État algérien demande reconnaissance à l'État français. Mais vous arrêtez à Jean-Marie Le Pen, qui n'est pas élu, qui est un gars d'extrême droite. Vous pensez que l'Algérie a du temps à perdre avec ces gens-là? Il n'y a pas que Jean-Marie Le Pen, il y a d'autres personnes aussi. Il n'y a pas que lui, ça c'est un simple exemple. L'Algérie est un grand pays qui n'a pas de temps à perdre avec des Le Pen et Karim compagnie. Zeribi, pardon. L'Algérie veut la reconnaissance de l'État français. C'est vrai que demander des excuses à un ancien soldat, c'est vrai que vous avez raison, c'est stérile. Mais il y a François Mitterrand, qui était ministre de la Justice. Il est mort. La conscience de la date. Oui, mais même à l'époque, mais même aujourd'hui, les figures de la gauche ne parlent jamais de François Mitterrand, qui a été ministre de la Justice et qui a signé des condamnations à mort. François Mitterrand qui a aussi reçu la médaille de la Francisque. Et même, regardez, on a toujours un problème avec l'histoire de France. La gauche ne parle jamais de ça. On refuse de parler de ça, alors que la colonisation, c'est une histoire de gauche. Hein. Ouais. Il faut le rappeler. Mustafa, vous rejoignez Karim Bouaziz? Oui, tout à fait. En fait, moi, je reviens sur un aspect qu'il a évoqué, c'est celui de l'éducation. C'est-à-dire que l'histoire de la colonisation a été totalement omise des manuels scolaires pendant des générations en France, et on a formaté des jeunes Français qui ignoraient ce qu'ont fait leurs aïeux, ce qu'ont fait leurs grands-pères. Et c'est ça le problème. Maintenant, notre rôle, et le rôle un peu des intellectuels qui sont éclairés, c'est justement qu'il y ait cette information qui soit donnée au niveau des bancs de l'école. Et à ce moment-là, on aura des générations de Français qui vont comprendre mieux ce qui s'est passé réellement et qui seront aptes peut-être à faire un pas. C'est très important ce que vous dites, docteur. L'ignorance. L'ignorance. Je pense qu'il y a des générations qui ont baigné dans l'ignorance concernant cette relation, par une volonté effectivement de mettre tout ça sous le tapis, de ne pas l'évoquer, de faire comme si ça n'avait pas existé. Et quand on ne vous l'enseigne pas à l'école et quand on n'en parle pas dans les familles, nous sommes d'origine algérienne, on en a parlé dans les familles. Nos familles étaient impliquées par l'indépendance et autres, on jouait un rôle, de chacun à leur niveau. Mais les franco-français d'origine européenne, pour beaucoup, ça ne leur parle pas. Donc c'est le rôle de l'école, vous avez fondamentalement raison. Et moi je dis, l'Algérie est un grand pays. Et quand je vous écoute demander Mitterrand, Le Pen, ne perdez pas de temps avec ça. Demandez à l'État français aujourd'hui, en 2023, de faire acte de reconnaissance. Demandez à l'État français de faire en sorte que dans les manuels scolaires, il y ait cette part de vérité qui est absente depuis trop longtemps. Ça, ces demandes-là, elles sont légitimes. Ça n'est pas de la repentance, c'est de la reconnaissance. Mais ne revenez pas de grâce sur des Le Pen, des Mitterrand, qui représentent le passé. Regardons devant et construisons une histoire positive entre les deux peuples. C'est l'histoire et de la réconciliation, par exemple. En France, on n'a pas besoin de Le Pen ou de Mitterrand. On ne veut pas appuyer sur une espèce de fracture entre des communautés. On se dit, en remettant au devant du débat la colonisation française, peut-être que ça va jeter de l'huile sur le feu. Mais il y a des modèles de réconciliation. On l'a vu le Chili, on a vu en Afrique du Sud. Donc il y a des modèles, il y a des schémas de réconciliation. Mais la France, on a l'impression qu'elle est dans le déni de tout ça. On n'en parle même pas, de peur que ça soit une sorte de repentance qui mette de mauvaises idées. Vous notez quand même qu'il y a des évolutions. Vous reconnaissez quand même, quand vous avez un président de la République en campagne qui parle de crimes contre l'humanité, quand on évoque ce qu'on évoque dans les manuels scolaires, quand on a une commission mixte, soyons positifs, soyons optimistes. Vous avez dit je veux dire, ça fait 61 ans, je pense qu'on va vous avez dit quand il était candidat, vers une orientation positive. Vous avez fait la remarque très juste, quand il était candidat. Ouais. Une fois président, on a très peu parlé de... Mais déjà, en tant que candidat, je n'en ai pas beaucoup entendu évoquer ce terme très fort de crime contre l'humanité. C'est pas rien, crime contre l'humanité. Je pense qu'il y avait matière, et il y a matière à l'étayer avec les archives. Parce que crime contre l'humanité, c'est quand vous opérez je dirais, un crime de manière massive. Or, vous avez raison, les enfumades, les tortures ont été faites de manière massive. C'est déjà au niveau du génocide.
on a dépassé le crime contre l'humanité. Même la famine. Hein. Et la famine de 1866-68, où il y a eu pratiquement 1 million de morts. Pourquoi? Parce que les colons avaient pris toutes les semences des gens, les stocks qu'il y avait, en leur promettant d'être réglés. En fait, ces semences ont été fournies à l'armée française qui était en bis-bis avec la Prusse pour la fameuse guerre de 70. Et les Algériens se sont retrouvés sans possibilité d'avoir ne serait-ce qu'un grain. Et il y a des milliers de morts qui sont dus à cela. Alors, ce qui est grave, c'est que des populations se sont déplacées pour aller vers les villes, pour aller demander à manger, et on les a également mis dans des enclos fermés avec des barbelés, et ils sont morts à l'intérieur des barbelés. Je voudrais à présent Karim Bouazizi, s'il vous plaît. Karim Bouazizi, s'il vous plaît. Je voudrais maintenant qu'on revienne, si vous voulez bien, sur la restitution des archives et des biens culturels liés donc à cette époque, mais également à l'époque ottomane. Nariman Zekar a des chiffres pour nous, on en reparle. Oui, alors une première étape importante dans la restitution de nos biens et de nos archives a été franchie en juillet 2022. L'État algérien a récupéré les ossements de 24 grands combattants privés de sépulture pendant plus de 70 ans. Des funérailles nationales ont d'ailleurs été organisées. Le 22 novembre dernier, la commission mixte a recommandé dans le mémorandum de Constantine la restitution de 2 crânes d'Algériens tués au XXIe siècle, ainsi que la poursuite de l'identification des restes humains restituables à l'Algérie. S'ajoute à cela 29 rouleaux de parchemin et 13 registres de la période ottomane, ainsi que 2 millions de documents numérisés concernant l'époque coloniale. Monsieur Khiati, pensez-vous que c'est une avancée considérable aujourd'hui pour l'Algérie? Tout à fait, c'est une avancée majeure. C'est ce que nous avons réclamé pratiquement depuis l'indépendance. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui est aveugle. C'est clair. Aujourd'hui, donc, ce sont des pas très positifs, mais nous pensons qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut se battre. C'est-à-dire, il y a encore des documents qu'il faut, par exemple les documents nucléaires qui sont interdits par la loi, donc il faut absolument qu'on arrive à les ouvrir, mais il y a également beaucoup de matériel, il y a également des dates. Moi, je m'étonne qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, il y a des personnes au sud de l'Algérie qui attrapent des cancers, et la France refuse de nous donner la carte des enfouissements du matériel radioactif. Pour les bombes antipersonnelles, pour les mines antipersonnelles, elle a attendu jusqu'en 2007 pour le faire, alors qu'il y a eu entre-temps pratiquement 2000 morts. Et ce sont la plupart des enfants. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec un autre problème. Il faut absolument que ces choses-là soient logiques et faisables immédiatement. Il ne faut pas attendre une génération pour pouvoir avoir des informations aussi graves, aussi compromettantes pour des gens tout à fait qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire c'est des gens simples, des enfants, des femmes, des nomades, etc. Karim Zeribi, la France est prête à donner ces informations? Petit à petit, on sent que l'étau se desserre. Il y a une double pression en fait. Le travail des historiens va le permettre. Pour que les historiens puissent avancer, il leur faut des éléments de preuve, on l'évoquait tout à l'heure. Donc il faut leur donner accès à des archives et à un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est positif parce qu'en plus, du côté des historiens, le débat est dépassionné. C'est un débat académique, d'intellectuels, qui vont relater l'histoire. Et puis de l'autre côté, il y a une génération politique qui pousse. Là, pour les crânes restitués, on a un parlementaire qui s'appelle Carlos Bilongo, qui a mené à l'Assemblée nationale un combat pour cette restitution. C'est un parlementaire d'origine africaine, donc un Français d'origine africaine. Vous avez de plus en plus d'élus issus de la diversité, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale, et ces élus sont des élus républicains, français. Et ces élus français revendiquent une forme de transparence dans la relation avec l'Algérie. Et cette transparence-là, elle va bénéficier aux historiens, à la capacité de restituer, d'ouvrir les archives, et encore une fois, de le faire parce que c'est normal de reconnaître cette partie de l'histoire. Et encore une fois, sans charger tous les Français d'un fardeau qui n'est pas le leur. Donc restituons dans le cadre de l'histoire ce qui a été fait, ce qui a été dramatique, ce qui a été honteux, sans pour autant baisser la tête et ne pas faire preuve de fierté d'être français. Ça n'a rien à voir. Donc, encore une fois, et je trouve que cette génération, moi, que je rencontre régulièrement, d'élus locaux, nationaux, sénateurs, on a 3-4 Français d'origine algérienne qui sont rentrés au Sénat aux dernières élections il y a un mois de ça. Ces gens-là sont des parlementaires.
Ils font la loi. Donc ils vont pouvoir porter la voix et revendiquer cette forme de transparence qui est absolument indispensable. Donc la diaspora, je trouve que c'est positif. La diaspora, elle va aider. Oui, la diaspora va jouer un rôle, elle va jouer son rôle, naturellement. Et elle va d'autant plus le jouer que ça faisait longtemps, pour ne pas dire que nous l'attendions depuis longtemps, que l'État algérien a envoyé un signal à la diaspora. Le président Tebboune en parle souvent de la diaspora. Et donc ça donne envie à cette diaspora de jouer le rôle de passerelle entre la France et l'Algérie. Et jouer le rôle de passerelle, on le fait dans l'apaisement, on le fait dans la reconnaissance, on le fait dans la transparence. Eh bien, c'est tout ce que l'on souhaite. Merci à tous pour ce débat très, très passionnant. Dans un instant, Nariman Zekar reviendra sur ce qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ne zappez pas. Question suivante, s'il vous plaît. Matter Holding. Strategic Investments. Vous regardez la grande émission, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On passe tout de suite à la séquence info. La séquence média, c'est toutes les semaines avec Nariman Zekar. Nariman Zekar qui retourne les réseaux sociaux et récolte pour nous tweets, vidéos ou encore photos qui en valent le détour, Nariman. Et on commence ce soir avec cette série d'échanges de détenus entre la Palestine et l'entité sioniste. Oui, alors la trêve en Palestine a pris fin ce vendredi. On a vu passer plusieurs vagues d'échanges de prisonniers. Regardez cette infographie. On parle de 210 prisonniers palestiniens avec en majorité des femmes et des enfants et 70 prisonniers de guerre du côté sioniste, dont des étrangers. Mais vous allez voir que la différence est très vite marquée par les médias occidentaux. Quand on parle des prisonniers palestiniens, regardez, c'est une du magazine allemand Bild. Demande à la régie, oui. Alors, libération des otages israéliens du côté gauche, du côté droit, libération des terroristes palestiniens. Ces deux photos disent tout sur la guerre. Ça vous choque? Eh bien, c'est pas fini. Ce que vous voyez là, c'est une politique qui consiste à humaniser les ressortissants sionistes et à diaboliser de l'autre côté les Palestiniens, les traitant de terroristes. Et cette une, Bild en est très fière et a même posté un tweet. Regardez ce tweet que le magazine Bild a posté. On peut y lire « Les Israéliens célèbrent le retour des otages, les Palestiniens la libération des prisonniers. La différence ne pourrait pas être plus grande. Les parents israéliens embrassent paisiblement leurs enfants libérés. Les ex-prisonniers palestiniens sont acclamés lors des marches terroristes. » Karim Zeribi, une réaction. Scandaleux. Le deux poids deux mesures se poursuit. Moi j'ai honte quand je vois ça. Je veux dire, et j'ai défendu sur les plateaux TV français le fait qu'il y avait des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qui étaient emprisonnés depuis des années dans les prisons israéliennes. Et encore une fois, il y a des rapports qui le disent, de l'ONU, il y a des parlementaires français qui ont posé des questions au Sénat, à l'Assemblée nationale, des rapports qui disent des enfants, ils ne sont même pas passés par la case justice, tribunal, ils ont jeté des pierres, ils ont pris 20 ans. On parle d'une démocratie, mais on est dans l'arbitraire le plus total. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont cette difficulté à être dans la justice, dans l'équilibre, dans le discernement. Mais moi, je suis content qu'il y ait des otages israéliens qui soient libérés. Oui, oui. Mais je suis content, moi, qu'il y ait des otages israéliens qui retrouvent leur famille. Évidemment, surtout que c'est des gens qui étaient dans les kibboutz, qui sont pour deux États. Ce ne sont pas des colons qui ont été pris en otage. Moi, je suis content qu'ils reviennent retrouver leur famille. Mais disons quand même qu'il y a des Palestiniens, une discrimination flagrante, surtout quand on sait que ces prisonniers palestiniens, vus par les Occidentaux comme des criminels, ne sont en fait que des hommes, des femmes et en majorité des enfants qui étaient en réalité détenus sans aucune charge. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'enfant qui est montré sur la photo palestinienne
palestinien, ça fait 7 ans qu'il était en prison. Oui, on va en parler justement. C'est ce qu'on appelle la détention administrative. Absolument. C'est un régime exclusivement Mais réservé aux Palestiniens. ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne est devenue otage d'Israël. Il y a un complexe de culpabilité extraordinaire en Allemagne vis-à-vis d'Israël. Et maintenant, l'Allemagne ne peut rien dire. Elle répond au doigt et à l'œil à ce que veut Israël. Donc je pense que ce n'est même pas la peine de la donner comme exemple. Et là où vous avez raison, c'est que si on prend l'Espagne, on n'est pas sur la même position. La Belgique. Belgique, on n'est pas sur la même position. L'Irlande, on n'est pas sur la même position. Donc, ils ne sont peut-être pas si représentatifs que ça, mais malgré tout, ce traitement-là est scandaleux. Sur ces prisonniers, d'ailleurs, je vais vous donner un chiffre. Selon le club des prisonniers palestiniens, en fin septembre 2023, 1310 Palestiniens étaient enfermés par l'entité sioniste sans aucune charge et pour une durée indéterminée. On peut citer par exemple, comme vous le disiez, le cas tragique de l'enfant palestinien Ahmed Manassara, aujourd'hui âgé de 21 ans. Il a été arrêté à l'âge de 13 ans et condamné sans aucune preuve à 9 ans de prison pour une présumée attaque contre des colons. Une enfance volée parmi tant d'autres par l'entité sioniste. Il est devenu malade, il a des troubles du comportement. Oui. C'est un enfant qui nécessite aujourd'hui une prise en charge psychologique. Ça, c'est ce que les images ne disent pas. Non, mais c'est là où je ne comprends pas les Occidentaux, en tout cas ceux qui gouvernent, encore une fois, pas les opinions, faisons la part des choses. Ceux qui gouvernent et la sphère politico-médiatique, comment peuvent-ils imaginer que des gens qui sont en détention administrative, de manière totalement arbitraire, pendant des années, puissent sortir, être apaisés et veuillent vivre en harmonie à côté d'un voisin qui les a traités comme tels? Soyons sérieux. Je veux dire, la moindre des choses, c'est de dire on est content pour les otages israéliens, on est content pour les enfants palestiniens qui vont retrouver leur famille. Il était temps. Et d'ailleurs, on se dit, s'il n'y avait pas eu ce conflit, ils seraient encore en prison. Pendant combien de temps? Karim Zeribi, justement, il faut rappeler qu'il y a eu des enfants qui ont été libérés, donc des enfants palestiniens libérés, mais juste après, il y en a eu d'autres qui ont été emprisonnés. Donc en fait, l'entité sioniste en a libéré un certain nombre pour en emprisonner un autre. Là où vous avez raison de le souligner, c'est que depuis le 7 octobre, 2000 prisonniers de plus. Voilà. 2000 prisonniers de plus. Et là où vous avez raison, c'est que quand on en libère 30 ou 40, peut-être qu'en Cisjordanie, on en enferme 50. Exactement. Donc, et en Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas. Absolument. Donc on n'arrive pas à nous raconter n'importe quoi. Il faut aussi se poser des questions sur ces arrestations, sur les conditions de ces derniers. Regardez le témoignage de cet enfant libéré il y a quelques jours. يضرب في يدي يضربني على راسي اخب براسي ظهري مشوه ايدي مكسرات قعدت اسبوع وانا اعاني وظلنا على الفرشه واحد يشربني مي وواحد يطعميني وانا مرمى على الفرشه ما قدموا اي علاج لك؟ ما نكلوك على عيادي ولا اي شيء وبكوا يفوتوا فوق هيك يردوا يضربونا ومش لحالي يعني في ناس وجوهها بكت ملاني دم يعني بكت ساحه حرب بالنسبه لهم علينا. Et de l'autre côté, Nariman, le Hamas a publié des images qui n'arrangent pas la propagande sioniste. Oui, alors des ressortissants tout sourire, enlaçant les soldats du Hamas et les remerciant. Les images parlent d'elles-mêmes, regardez. Karim Bouaziz, que pensez-vous de cette différence des traitements? Les cyniques diront que c'est une stratégie des médias, de la guerre, parce qu'aujourd'hui, la guerre se fait par les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est une tradition qui remonte d'ailleurs à l'émir Abdelkader, où il interdisait justement que ces soldats maltraitent les soldats français. D'ailleurs, il les punissait avec la falara, c'est-à-dire ce coup de bâton sur la plante des pieds. Non, c'est une tradition qui s'inscrit dans le Moyen-Orient et c'est le code de la guerre musulman. Donc moi, je trouve ça tout à fait bien. Et c'est bien qu'on le montre, surtout après la propagande sioniste qui consistait à dire, Netanyahou le disait, que le Hamas était Daesh, alors que ça n'avait absolument rien à voir. C'est une belle réponse. Ne cédons pas la propagande de part et d'autre. On a eu deux images en fait contradictoires, ou plutôt complémentaires. D'une part, l'enfant palestinien qui raconte ou qui témoigne des sévices qu'il a eus
en prison avec les 2 bras fracturés, etc. Et de l'autre côté, un comportement tout à fait humain des résistants palestiniens. Et on voit la réponse, parce qu'une fois vous êtes à l'intérieur du véhicule de la Croix-Rouge internationale, personne ne peut vous toucher, vous êtes déjà en territoire pratiquement neutre. Donc il n'y a pas de raison pour que cette femme-là et ces enfants-là fassent un témoignage de reconnaissance pour les résistants palestiniens. Soit forcé. Karim Zeribi, sur le plan humain, on va parler du plan humain. Est-ce que vous pensez que les Palestiniens sont en train de gagner la bataille médiatique? Je pense que d'emblée, dans la situation telle qu'elle est, les Palestiniens ne peuvent que gagner l'assentiment des opinions à l'échelle internationale. Ils sont dans la souffrance, ils subissent l'occupation, ils vivent l'injustice la plus basique. Évidemment, quand vous êtes un peu humain, vous vous dites, mais ces gens-là, ils vivent sous blocus, ils ne peuvent pas aller et venir, ils manquent de tout. On a été capable de dire on va leur couper l'eau, l'électricité, les priver de nourriture. Ils sont 2 millions enfermés dans une prison à ciel ouvert, ils sont bombardés. Évidemment que, de fait, il ne faut pas grand-chose pour gagner cette bataille. Alors moi, je n'ai pas besoin de la propagande du Hamas, je veux dire, d'aucune propagande d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Moi, je suis très prudent sur les porte-paroles à la fois de Tzahal et les porte-paroles du Hamas. Moi, je préfère me fier à la réalité, je dirais, globale de cette situation. Il y a un peuple occupé, il y a un occupant, il y a de l'expropriation, de la colonisation, il y a de l'humiliation. Ça suffit pour renverser les opinions. On n'a pas besoin de faire des images, des poignées de main. Et je vais vous dire une chose, c'est une question aussi intrapersonnelle, la prise d'otage. Je veux dire, vous avez peut-être un preneur d'otage qui va être très humain, très attentif, et vous en avez un autre qui va être beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent, de part et d'autre. Et il y a des gens qui témoignent aujourd'hui, la jeune franco-israélienne qui est sortie hier, témoigne en disant ils m'ont soigné, ils m'ont donné à manger, j'ai plutôt été bien traité. Donc force est de constater que ça existe. Après, peut-être qu'il y en a certains qui sont moins bien traités. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas céder à la propagande. Très bien. Mais la question palestinienne, elle va au-delà de ces images. Elle est là, c'est une question politique qui n'est pas réglée et qui doit l'être. On enchaîne, Nariman. L'un des événements climatiques les plus importants de l'année se tient à Dubaï depuis hier. Des détails. Et oui, y a-t-il meilleur endroit pour parler environnement et nature que dans la ville la plus artificielle du monde? Cette année, c'est à Dubaï que les World Leaders, comme on les appelle, se réuniront pour tenter de sauver notre chère planète bleue. On rappelle que Joe Biden et Xi Jinping, à la tête des 2 plus gros pollueurs mondiaux, ne sont pas présents. Oui, il y a aussi l'absence du pape François qui est absent à cause d'une grippe. C'est sous l'égide de l'ONU, c'est le rassemblement mondial qui vise à renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette année, il est présidé par nul autre que, roulement de tambour, le patron de la compagnie pétrolière nationale et ministre de l'Industrie, Sultan Ahmed El-Jaber. Convaincre tout ce beau monde de limiter les énergies fossiles va être un sacré défi, mais Dubaï veut changer son image. La ville du divertissement et du bling-bling, elle mise aujourd'hui sur l'environnement et le développement durable, un nouveau city branding pour cette mégapole de verre et de béton. Mais le moment est particulièrement grave, il faut le savoir, le dérèglement climatique ne fait plus rire personne, il est devenu une réalité concrète. Fonte des glaces, recul du trait de côte, phénomène extrême de plus en plus fréquent. Or, ironie du sort, ce qui contribue le plus à l'accélération du réchauffement climatique, c'est bien les énergies fossiles. Et en ce qui concerne l'empreinte carbone, les Dubaïotes sont assez mauvais élèves. Il faut savoir qu'avec 20 tonnes de CO2 par an contre 13 tonnes de CO2 pour les États-Unis, ils consomment aussi 4 fois plus d'eau que la moyenne mondiale. Aïe. Karim Zeribi, cette COP, vous pensez qu'elle sera différente des précédentes ? Non, je pense qu'elle met l'accent vraiment sur ce qui est indispensable, c'est effectuer cette transition. Et à la tête, on a un président qui est à la tête d'un groupe pétrolier, mais qui est aussi à la tête d'une très grande entreprise d'énergie renouvelable. Oui. Donc il faut opérer à cette transition. Et cette transition, elle pourra s'opérer que si on met à la table des discussions et des négociations les pays producteurs de pétrole. On ne peut pas le faire sans eux. Alors après, est-ce qu'ils sont sincères dans cette démarche? Ça, c'est la vraie question qui se pose. Mais on voit de plus en plus d'investissements dans les pays producteurs de pétrole pour opérer à cette transition. Et cette transition, elle est indispensable si on veut que la planète puisse perdurer, parce que les ressources ne sont pas illimitées. Et les émissions de CO2, c'est un vrai sujet. Donc, je ne sais pas si on peut mesurer la sincérité de ce président de la COP 28, je crois. Oui, mais en tout cas, il met des gens autour de la table, on discute.
il y avait quelqu'un de l'Oxfam, qui est une ONG, et qui disait il y a 40 ans, on n'était qu'entre-convaincus. Aujourd'hui, on met à la table des gens qui sont producteurs de pétrole, qui ne sont pas convaincus, qui demandent à l'être. Donc, c'est aussi par le débat que sortira la lumière. Hein. Oui, je vais rajouter cette information. Selon un article de la BBC, lors de réunions pré-COP avec plusieurs gouvernements étrangers, Sultan Al-Jaber aurait profité de sa double casquette pour passer de nouveaux accords pétroliers et gaziers. Des propos très vite démentis par le président de la COP. Mais l'affaire reste à suivre. Quand même. Le problème est là, c'est que nous assistons à des tentatives d'améliorer la vie sur la Terre, mais ces tentatives sont menées par justement le pouvoir de l'argent. Dubaï, on sait, c'est la ville la plus polluée, la plus pollueuse du monde. Vous avez cité des chiffres. Et les gens qui organisent cette rencontre-là ne sont pas donc indemnes de tout soupçon. Parce que ce qui les intéresse, c'est d'abord l'argent. Donc c'est difficile de croire que ce qui va être pris comme décision se fera ou sera réellement. Il y a une réalité aussi. Hein. Oui. Attention, il y a une réalité aussi. Cumul, oui. Il y a une réalité scientifique. La transition énergétique, vous voulez la faire avec quoi? Des éoliennes? Quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Donc vous voulez la faire avec quoi? Avec du solaire? On voit bien que c'est un peu alternatif. On ne sait pas stocker donc cette énergie renouvelable. Donc il y a une réalité aussi. Le monde. Il y a l'hydrogène vert, il y a de nouvelles possibilités aujourd'hui. Certes, mais aujourd'hui, on ne peut pas répondre aux besoins énergétiques de la planète simplement à l'énergie renouvelable. Donc il y aura encore un avenir pour les énergies fossiles. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les 7 grandes compagnies mondiales ont montré qu'elles évoluaient justement dans ce sens-là en faisant des plans aujourd'hui. Ces plans-là réduisent, par exemple, l'exploration, réduisent la production. Ils refusent maintenant d'aller dans les pays tiers pour investir justement dans l'aval. Et ce qui est important, c'est vrai qu'il y a une richesse qui existe, on l'exploite, mais on ne fait pas plus pour aller chercher On va vers un mix énergétique. Voilà. Mais on investit justement dans les possibilités d'énergie renouvelable. Nariman Zekar, une dernière information, on va parler de sport, et ce ne sera pas du football, Karim Zeribi, désolé, ce soir, on va parler de gymnastique. Kelia Nemour impressionne aux mondiaux d'Anvers. Oui, on va finir cette rubrique sur une touche sportive. Regardez cette performance au bar asymétrique, elle est à couper le souffle. Alors elle s'appelle Kelia Nemour, elle a 16 ans, elle est vice-championne du monde de barre asymétrique, elle est franco-algérienne et elle est considérée par beaucoup comme la nouvelle star de la gymnastique. Elle a fait sensation lors de la finale du concours général aux mondiaux de gymnastique à Anvers en Belgique en représentant l'Algérie pour la première fois. Elle l'a fait tellement bien qu'on dirait presque que c'est facile et c'est cette performance-là qui lui a valu une médaille d'argent mais aussi le titre de la première gymnaste africaine de l'histoire à participer à une finale de championnat du monde et à monter sur le podium. Clos du spectacle, Kelia a fait ses débuts en senior avec une compétence qui a été ajoutée au code de pointage de la gymnastique artistique féminine en son nom, c'est-à-dire que ce que vous venez de voir, le mouvement qu'elle a fait, connu dans le jargon des gymnastes sous l'appellation Nabieva, eh bien aujourd'hui ça s'appelle le Nemour, c'est en son nom, de quoi rendre fière l'Algérie mais aussi tout le continent africain. Prochaine étape pour Kelia Nemour, elle va représenter l'Algérie aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et on sera au rendez-vous. Karim Zeribi, vous êtes impressionné. Ah, elle est magnifique, quelle grâce, quelle vitesse, quelle technique, elle est fabuleuse. Regardez en plus le sourire qu'elle a, elle est magnifique cette jeune femme. Donc, pensez-vous que par exemple la diaspora sportive, les franco-algériens au niveau du sport peuvent peut-être apporter du baume entre les relations entre l'Algérie et la France? Je pense que culturellement et sportivement, ça peut être aussi un espace de passerelle très positif et de plus en plus d'ailleurs de jeunes binationaux
font le choix de porter les couleurs algériennes. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne se sentent pas français. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a aussi, par leur histoire familiale, donc une fierté à porter les couleurs algériennes. Et je crois qu'on va en voir de plus en plus. Hein. Ça veut dire qu'il faut faire avec cette diaspora. Et on rappelle que ça peut aller au-delà du football. Il n'y a pas que les footballeurs qui choisissent. Il faut faire avec cette diaspora. C'est très important. Et il faut investir dans les infrastructures sportives dans ce pays où la jeunesse est très très importante et très présente. L'Algérie peut être un phare, à mon avis, sur le plan sportif, peut rayonner sur le plan sportif avec cette jeunesse, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui peuvent être en devenir de futurs champions. Moustapha Khiaté, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Beaucoup de grâce, un sourire angélique et pourquoi pas un avenir radieux. Et là, les sportifs franco-algériens peuvent aider justement... Oui, c'est un réservoir. C'est un réservoir, nous l'avons constaté en matière de football, mais c'est également possible dans beaucoup d'autres domaines. Et laisser bien sûr aux gens le choix de faire ça ou ça. Chaque pays aura sa part de toutes les façons dans cet investissement. Et des pronostics quant à la performance de Kylian Mbappé au JO de Paris ? Quand on voit ces images, on se dit qu'elle va ramener une médaille d'or, c'est pas possible. Donc, je ne vois pas comment ça peut lui échapper. Elle me fait penser à Nadia Comaneci. Ah oui, je sais pas si les anciens, ils sont trop jeunes pour s'en souvenir. Si, on connaît, on suit le sport, on connaît. Cette Roumaine, qui était aussi très gracieuse, et bien maintenant on est passé de la grâce roumaine à la grâce algérienne. À la grâce humour. Très bien, et bien c'est sur ces mots, la grâce algérienne, que l'on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir été là. Moustapha Khiaté, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Génocides coloniaux, enfumades, emmurements, gazage de grottes, paru aux éditions ANEP. Je vous conseille de le lire si vous voulez plus d'informations concernant ces événements. Karim Zeribi, merci à vous d'avoir été là ce soir. Karim Aziz, merci. Nariman Zekar, merci à vous également. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Au revoir. Ce programme vous a été présenté par l'ANEP. Ce programme vous a été présenté par Air Algérie. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme.